Pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un mythe? Donc un mythe, il faut le voir comme un ensemble de symboles qui nous permettent, au travers d'une histoire, de nous enseigner quelque chose. Donc ça va permettre à tout un chacun, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, de pouvoir s'approprier l'histoire et d'en avoir une perception individuelle selon son propre état de conscience. Donc ça, c'est par rapport au mythe. Donc ça nous permet aussi d'appréhender différentes croyances, ou différentes perceptions collectives. Et ça permet du coup de fonder des sociétés parce qu'on a une histoire derrière. Donc aujourd'hui, on va parler du mythe d'Hercule. Et alors, comme je vous le dis, les mythes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas écrit au hasard. C'est pas une invention qui est faite n'importe comment. C'est vraiment quelque chose qui c'est une traduction de la vie d'un personnage, ici Hercule, et qui va nous donner justement un enseignement, et là par rapport aux travaux qu'il effectue. Donc du coup les mythes, c'est aussi des interprétations. Donc du coup il va y avoir différentes versions, et tout au long de l'histoire, on a vu que selon les différents auteurs, les versions varient selon les interprétations. Donc il ne faudra pas on n'est pas là pour s'ajuster sur des détails qui sont écrits dans la mythologie classique par exemple, mais par contre on est plutôt là pour étudier une symbolique, et donc notamment la symbolique par rapport à l'évolution de la conscience. Donc Hercule, si on fait des recherches sur internet, on le retrouve assez facilement dans différentes civilisations. Donc déjà, on le voit dans la mythologie grecque et romaine, mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on le retrouve aussi en Asie mineure. On le retrouve dans les pays comme le Liban aujourd'hui, et on le retrouve aussi de l'autre côté dans les pays baltiques. Donc c'est un récit qui n'a pas forcément le nom d'Hercule, mais il y a toujours ce personnage qui effectue ces 12 travaux. Donc là, ça nous montre l'importance d'Hercule et l'importance du mythe d'Hercule. Donc Hercule, nous on reprend l'histoire de la mythologie grecque, et dans la mythologie grecque, Hercule c'est le fils d'une mortelle, Alcème, et le fils d'un dieu, Zeus, le roi de l'Olympe. Et donc on va dire qu'il est à la fois mortel et immortel, et il va justement apprendre à être gouverné par son âme. Et donc dès sa naissance, Hercule, c'est quelqu'un qui est doté d'une certaine force, et il va accomplir pendant toute sa croissance certaines capacités que d'autres humains n'ont pas. Donc, par exemple, quand il est bébé, d'entrée de jeu, il va tuer 2 serpents qui sont là pour l'éliminer dans son berceau avec son frère, parce qu'il a un frère jumeau, qui lui est né d'un homme mortel aussi. Donc, il n'a pas un jumeau qui est fils aussi de Dieu, enfin de Zeus en l'occurrence. Mais pour dire qu'il a cette capacité surhumaine qui s'affirme dès son enfance. Et ensuite, il est éduqué donc par divers instructeurs, mais ensuite par un en particulier qui s'appelle Chiron, qui est un centaure. Alors, les centaures, c'est des personnages dans la mythologie qui sont mi-hommes, mi-chevaux. Donc, en général, c'est des personnes qui sont vraiment guidées par leur instinct animal. Donc, c'est des personnes qui sont très instinctives et puis très brutales. Mais Chiron, lui, on va dire que c'est un centaure très particulier parce que c'est plutôt un instructeur, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse et de beaucoup de savoir. Donc, on pourrait dire que c'est quelque part un maître de sagesse au niveau des centaures. Et dans la mythologie grecque, on le retrouve comme éducateur de beaucoup de héros, donc Hercule, Achille, Jason, et puis même Ulysse. Et pas mal d'autres aussi, mais ça c'est pour les principaux. Donc grâce à lui, Hercule, il va apprendre à connaître les arts, l'art de la science, l'art des métiers, il va apprendre la médecine, l'art de la connaissance des plantes, et il va vite aussi aller à la rencontre des hommes. De là, il va connaître les hommes, il va connaître leur activité, il va apprendre aussi les travaux dans les champs. Donc c'est quelqu'un qui va à la fois être beaucoup instruit, qui a un grand savoir, qui a une capacité physique aussi énorme, il a beaucoup développé ses compétences athlétiques, et il connaît aussi le travail des champs, le travail de la vie des hommes d'ordinaire. Donc là, on comprend, Hercule, très vite, donc à 18 ans, il s'est déjà bâti une forte personnalité. C'est quelqu'un qui est déjà connu là où il vit. Et il dit de lui-même qu'il a déjà tué tous ses anciens instructeurs.
Donc là, exception faite de Chiron, mais tous ceux qui sont passés avant lui, il dit qu'il les a tués. Et là, on n'est pas obligé de croire strict à la lettre ce qui est écrit dans la mythologie classique. On peut l'entendre comme c'est quelqu'un qui ne dépend plus d'instructeurs extérieurs et du coup qui s'est libéré de tout enseignement extérieur pour apprendre de lui-même et pour être guidé par sa propre faculté et ses propres expériences. Donc c'est quelqu'un qui se sent libre et qui est plein d'audace. Et il arrive à un moment de sa vie où il s'est marié, il a 3 enfants, et là il lui arrive quelque chose de assez, on va dire catastrophique, mais qui est très symbolique aussi, c'est qu'il va, dans un moment de folie, tuer sa femme et ses 3 enfants. Donc là, on associe ça, c'est un empoisonnement, on va dire, de la part de la déesse Héra, qui a toujours été jaloux de son mari, Zeus, qui a enfanté Hercule sans son consentement, disons dans son dos. Donc du coup, Héra, c'est la femme qui est derrière Hercule et qui va le pousser à effectuer tout un tas d'épreuves et qui va l'emmener sur ses différents travaux. Donc, pour dire que suite à cet assassinat de sa famille, il va être très bouleversé et là, il va complètement se remettre en question. Il va remettre en question toute sa vie. Il est presque même prêt à se suicider, sauf que là, on va l'accompagner et on va l'emmener à Athènes écouter l'oracle. Vous savez que dans la mythologie, l'oracle, c'est très important, c'est que c'est les divinités qui parlent et qui peuvent aider, annoncer un peu un futur, en gros, aux héros de la mythologie. Et donc, Hercule va écouter l'oracle, et l'oracle lui instruit qu'il va falloir qu'il fasse, pendant ses prochaines épreuves, 12 travaux, donc là, à la gloire d'Héra, et en gros, sous les ordres d'Eurysthée. Donc il faut savoir qu'Eurysthée, c'est son cousin, et c'est le roi qui gouverne l'endroit où il vit. Et donc Hercule va devoir s'appliquer, malgré toute la renommée qu'il avait auparavant, à s'effacer et du coup obéir à ce roi. Et pour rendre gloire à la déesse Héra. Donc là, c'est vraiment le passage au niveau symbolique de l'effacement de sa grande personnalité. Donc là, on se rend compte que Hercule, il passe d'un état de superbe moi-je, où j'existe vraiment, et il a fait beaucoup de choses qui sont d'ordinaire impossibles pour les hommes, même avant ses 12 travaux. On se souvient notamment qu'il a tué un lion et qu'il a dépecé ce lion pour pouvoir s'en faire une tunique et pouvoir se promener avec cette peau de lion autour de lui, ce qui lui donne une grande aura. Mais aujourd'hui, il est on va dire, complètement perdu, complètement assommé par ce qui lui est arrivé, et il va se rendre à un instructeur. Donc là, symboliquement, c'est plus, nous on va pas prendre en compte le fait que c'est Eurysthée, on va prendre en compte qu'il a un nouvel instructeur qui va le guider vers une conscience supérieure, une conscience d'ensemble, qui dépasse son point de vue individuel autocentré. Donc là, et c'est cet instructeur qui va le guider tout au long de ses travaux. Donc on a aussi, je fais une petite parenthèse pour vous dire que les 12 travaux, on peut les mettre en lien avec les 12 signes du zodiaque. Il y a 12 travaux, il y a 12 signes. Donc là aussi, ça va nous intéresser, parce que du coup, ces travaux, ça va nous enseigner sur ces 12 énergies du zodiaque. Alors là, il ne va pas falloir prendre ces énergies comme un horoscope, ou alors des énergies par rapport à un thème astral individuel. C'est pas du tout ça, c'est des énergies, des constellations qui viennent d'étoiles et qui, en fait, viennent imprégner la planète tout entière et donc l'humanité dans son ensemble. Donc là, ça veut nous dire qu'il y a 12 signes, donc 12 énergies qui viennent et qui nous imprègnent et qui nous guident tout au long de l'année à un certain travail. Et là, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire que ces 12 travails vont nous amener à des recherches, des connaissances spécifiques ou des dépassements à faire en soi tout au long de l'année qui vont être un peu différentes. Donc, et ça va nous amener à chaque fois une proposition d'évolution. Ce mois-ci, on est en énergie scorpion. Donc le scorpion, c'est vraiment le travail sur le désir.
Et là, comme en fait on est en Scorpion, on serait déjà à la fin des travaux d'Hercule, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en rapport un travail qui soit plutôt au début pour pouvoir progresser tout au long de l'année sur 4 travaux qui vont progressivement aller vers du début du travail d'Hercule pour arriver vers la fin où il sera dans cette quête de sagesse plus aboutie. Donc du coup, on a pris l'opposé du Scorpion, le Taureau, parce que le Taureau, ça nous parle aussi de ce désir. Donc on va commencer par le Taureau. Et donc là, juste un rappel, c'est que puisqu'on est dans le deuxième travail, dans le premier travail, Hercule, il devait apprendre à dompter les chevaux de Diomède, donc ce qu'on appelle les cavales mangeuses d'hommes. Donc c'est-à-dire que c'était des chevaux qui étaient élevés par Diomède, et Diomède les a vraiment appris à être cannibales, à manger de la chair humaine, et du coup, elles posaient vraiment des gros problèmes parce que si elles étaient en liberté, et ce troupeau de chevaux, ils détruisaient, ils mangeaient des hommes à leur insu, donc ça posait, on va dire, un peu de problème dans la contrée où elles étaient. Donc Hercule a dû dompter ses chevaux. Je passe l'histoire parce que ce n'est pas le thème du travail d'aujourd'hui, mais il faut dire que dans ce travail-là, Hercule il a dû travailler à l'innocuité, c'est-à-dire l'innocuité en pensée, en action, et donc arriver à agir de façon à ne pas nuire. Donc ça a été vraiment un travail assez difficile pour Hercule, enfin, on va le revoir par la suite. Enfin, on va pas s'attarder dessus, mais j'y reviendrai juste 2 secondes après. Et dans le deuxième travail, on a la capture du taureau de Crète. Donc comme je vous le disais, le problème qui va apparaître très rapidement dans ce travail-là, c'est le problème du désir. Alors le désir, il est toujours représenté au sein de l'humanité, assez régulièrement, comme quelque chose à laquelle l'humanité est asservie. Donc du coup, on le voit comme vraiment une force d'attraction qui est extrêmement puissante, à laquelle il est très difficile de résister. Et on la voit à peu près partout, donc du désir de la sexualité, au désir de la quête de sagesse, de devenir quelqu'un d'intelligent et de vraiment lumineux. Et avant d'arriver là, on le voit aussi dans tous les attraits possibles et imaginables dans le monde. Donc à tous les niveaux, à toutes les strates de la société. Ça aussi, on va y revenir après. Donc là, on a le problème de l'asservissement du désir. Donc la question qui revient très souvent, c'est faut-il tuer le désir? Et c'est le problème qu'on va traiter aujourd'hui, qui va être en rapport avec la lumière. Et là, la lumière, il faut que je définisse un peu ce qu'on entend par lumière. C'est-à-dire que la lumière, ça va être la présence fondamentale de l'être que nous sommes. C'est-à-dire que la lumière, ça va être notre âme, notre esprit, notre conscience. On peut y mettre les termes qu'on veut, mais c'est pour vous dire que c'est le soi aussi avec un S majuscule. Ça va être la lumière qui va nous permettre la résolution du désir et qu'on va parler tout à l'heure. Donc où en est Hercule? Hercule, au travers de son premier travail, il a réussi à dompter les chevaux de Diomède. Ça a été quand même un sacré échec parce que, juste pour vous dire, il y allait avec son ami Abdéris, son très fidèle ami, et son ami est mort parce que Hercule l'a laissé faire à un moment donné le travail à sa place. Et donc Abdéris, c'est pas Hercule, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même personnalité, et Hercule s'est fait manger par les chevaux. Donc là, Abdéris, pardon, excusez-moi, merci. Et donc Hercule, il a dû refaire le travail de zéro et reprendre les chevaux. Mais bon, derrière ça, quand ça s'est terminé, disons qu'il a eu pareil un sacré coup sur la tête parce qu'il avait peut-être un peu... il se rend compte qu'il avait été un peu orgueilleux, un peu présomptueux par rapport au travail. Et là, il réfléchit. Il réfléchit à la cause de son échec, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Et en même temps, il s'en appelle. Il s'en appelle en Crète. Et donc là, il pense que son deuxième travail va avoir lieu en Crète. Donc pour ça, il va voir son instructeur, et son instructeur lui dit bien que oui, il va falloir que tu ailles en Crète, et il va falloir aller libérer le taureau sacré, qui doit être ramené au temple à Mycène en Grèce. Alors, d'où vient ce taureau?
Alors le taureau, dans l'histoire classique de la mythologie, c'est le taureau qui est en Crète et qui a été offert à Minos. Donc Minos, c'est le roi de la Crète. Et Minos, c'est un personnage comme Hercule, c'est-à-dire qu'il est fils de Zeus et fils d'un humain, d'une humaine, pardon. Et donc, c'est un personnage qui est assez retentissant, mais il n'en est pas au niveau d'Hercule. Il n'a pas reçu la même éducation, il n'est pas, comment dire, dans le même âge de conscience. Donc, il est dans cette recherche d'être vraiment au-dessus des hommes, puisqu'il il a ce côté aussi immortel en lui, mais qui veut prouver sa valeur aux yeux des hommes qu'il a sous la direction, puisqu'il est déjà roi. Donc, pour cela, il va demander au dieu Dionysos, le dieu des océans, donc le frère de Zeus dans la mythologie, de lui amener quelque chose pour qu'il puisse prouver sa divinité. Et donc, il lui demande de sortir un animal des mers pour qu'il puisse prouver son origine divine à tout le peuple qu'il guide. Et là, Poséidon, pardon, j'ai dit Dionysos tout à l'heure. Bon, excusez-moi, c'est Poséidon. Donc Poséidon, le frère de Zeus, va lui répondre et va lui donner ce qu'il veut, mais Poséidon, il n'est pas... C'est quand même un dieu, et enfin, disons qu'il n'est pas si bête, et il sait à quoi s'attendre. Et il va lui offrir un taureau blanc, magnifique, qui va sortir des mers, et qui est vraiment une belle bête, enfin, vraiment... Minos, il va tomber tout de suite dessus, et il va voir ce taureau, il va vouloir le chérir, enfin le posséder. C'est-à-dire que l'idée, c'était que Minos, il est un animal qui puisse sacrifier devant son peuple pour prouver sa divinité. Et là, quand Poséidon lui offre le taureau, ce magnifique animal, Minos, il est désemparé parce qu'il ne veut pas sacrifier cette bête qui est tellement belle et qui prouve finalement toute sa magnificence vis-à-vis de son peuple. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va le mettre dans les pâtures avec son troupeau, et puis il va prendre une bête ordinaire, un taureau ordinaire, qui va sacrifier à la place du taureau blanc sacré donné par Poséidon, merci. Et là, Poséidon, eh ben, il n'est pas dupe, c'est quand même un dieu, et il se rend bien compte de la supercherie. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va rendre fou ce taureau. Il va rendre fou le taureau blanc qu'a gardé Minos. Et donc, dans sa folie, le taureau, il va commencer à, du coup, s'échapper de son enclos, et puis aller dans les maisons, et puis détruire un peu, faire un peu de carnage dans les villages, et même jusqu'à dans les champs, labourer les champs, retourner les cultures. Donc là, vous pensez bien que Minos, ça l'embête un peu, parce qu'il aimait quand même bien ce taureau, mais là, vu le carnage qu'il fait, ça nuit complètement à sa réputation. Donc, du coup, Minos, il n'a plus trop le choix, c'est plus un taureau qui chérit, qu'il aime, qui veut garder pour lui, et qui désire pour montrer qui il est, mais c'est un taureau qu'il veut éliminer. Donc du coup, là, Minos, il va chercher à tuer le taureau. Et c'est là qu'entre en jeu Hercule, c'est-à-dire que son instructeur l'emmène en Crète pour justement aller récupérer ce taureau, et le ramener en Grèce dans le temple sacré, là où le taureau a sa place. Donc là, Hercule, il arrive en Crète. Donc il repère tout de suite le taureau. Et ce taureau, du coup, va falloir le capturer et l'emmener en Crète. Mais Hercule, il sait très bien que c'est un taureau sacré, donc il ne va pas falloir le brutaliser, il ne va pas falloir le blesser, il va falloir y aller en douceur avec lui. Et donc, parce que lui, on va dire qu'Hercule, il a une certaine habitude de capturer des animaux. Il a déjà pris un lion, il en a pris d'autres aussi. Mais c'est plutôt avec sa massue, c'est plutôt assez brutalement. Donc là, c'est un peu différent, il sait qu'il faut y aller en douceur. Alors peut-être qu'il va le prendre par les cornes, comme on dit dans l'expression. Mais du coup, va falloir y aller tranquillement. Donc il y va, il s'approche, il va pour attraper le taureau. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il s'approche assez près du taureau pour pouvoir soit lui sauter dessus et le prendre, le capturer, ou alors lui lancer une corde pour l'attraper, eh ben, le taureau, lui, il défile, enfin, il s'enfuit plutôt, et il va se cacher.
Et là, le taureau, il a quelque chose qui est assez pratique pour lui en Crète, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe qui a construit Dédale pour Minos. Et donc, le taureau, il connaît très bien, il connaît par cœur ce labyrinthe, contrairement à Hercule, lui, qui va s'y perdre totalement, très facilement. Et donc là, le taureau est dans le labyrinthe, Hercule le poursuit, il galère vraiment, et à chaque fois qu'il est assez près de lui, le taureau, hop, il va se cacher. Et là, c'est assez bizarre parce que le taureau, il cherche pas à se cacher d'Hercule tout le temps. C'est-à-dire que très souvent, le taureau apparaît à Hercule, qui est dans le labyrinthe, mais que du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'Hercule s'approche un peu trop près, c'est là que le taureau s'enfuit et s'en va. Donc là, Hercule, il commence à être fatigué, parce que du coup, il est un peu épuisé, il n'y arrive pas, et puis il a l'impression que le taureau le nargue. Il lui dit, essaye de m'attraper si tu peux, mais ça ne marche pas. Donc il va prendre un premier temps de réflexion, et il va sortir du labyrinthe, et il va réfléchir un peu. Et là, il se rend compte que, dans ce premier temps de silence, que le taureau, il doit sentir son désir de l'attraper. Donc du coup, s'il sent son désir, va falloir qu'il fasse quelque chose pour résoudre ce problème. Et donc là, il va essayer de lui parler. Donc dans un premier temps, il va se réapprocher du taureau, et il va lui expliquer. Il va lui expliquer, écoute, moi, je suis pas là pour ma pomme, je suis là pour te récupérer, t'emmener en Grèce, et je suis là pour te sauver. Je suis là pour sauver ta peau, parce que derrière moi, si c'est pas moi qui t'attrape, c'est Minos. Et Minos, lui, il va pas l'entendre de la même oreille, lui, il veut carrément te zigouiller, parce que du coup, tu nuis à sa réputation, donc tu ferais mieux de me suivre, parce que moi, je suis là pour ton bien. Et derrière, donc, il se rapproche à nouveau quand tu lui as parlé, mais le taureau, ça n'a pas changé grand-chose, il se défile toujours quand il s'approche trop près. Donc là, il se dit, il espérait quand même qu'il ait entendu son message, qu'il l'ait écouté, parce que du coup, il a été assez bienveillant avec lui. Mais ça ne marche pas, et le taureau continue de s'enfuir. Alors Hercule, il ne sait plus trop où il en est. Là, il ne sait pas quoi faire, il se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je lui expliquais clairement que moi j'étais là pour lui, j'étais là pour son bien, et que c'était pas du tout un désir personnel de moi. Enfin, moi, j'ai rien à toucher dans cette histoire, j'ai rien à gagner, je suis là pour lui. Et là, en disant ça, il se rend compte, mais est-ce que j'ai vraiment pas de désir? Est-ce que j'ai vraiment pas de désir dans cette histoire? Et là, il se rend compte qu'il a quand même un désir. C'est qu'il a le désir d'attraper le taureau. Il a le désir d'attraper le taureau parce qu'il veut réussir sa mission. Même si le taureau en lui-même, c'est pas important pour lui, ce qui lui importe, c'est d'aller vers son instructeur, lui dire j'ai réussi ma mission. Moi, c'est ce que je vais accomplir. Donc là, il se dit, écoute, ce qui lui pose problème à ce moment-là, c'est qu'il a beau voir qu'il désire le taureau, comment il va faire pour ne pas désirer réussir sa mission? Comment il fait pour arriver à s'approcher du taureau sans désir? Parce que même le désir de pas désirer, c'est quand même un désir. Donc du coup, il se retrouve coincé, il dit mais comment? C'est pas possible, je peux pas arriver à essayer de capturer ce taureau sans désir. Et là, il se dit vraiment, je sais pas, comment je vais faire? Mais pourtant, dans sa tête, il y a quelque chose qui l'intrigue, c'est que il sait qu'il a senti l'appel de cette mission. C'est lui-même qui a senti cet appel en Crète. Et en plus, son instructeur lui a confirmé que c'était le taureau qui devait ramener en Crète. Donc, quelque part, il sait que c'est possible. Donc, il va se retirer du labyrinthe une nouvelle fois. Et là, il va prendre un temps de méditation. Donc là, vraiment, il va prendre le temps de s'intérioriser. Il va prendre le temps de silence. Et il va rentrer dans un état de sérénité, de calme intérieur. Et dans cet état, il va commencer à percevoir quelque chose de nouveau, un certain état d'unité. Donc dans cet état d'unité, il se sent relié à tout ce qui se passe sur l'île de Crète. Donc là, il ne va plus être dans son désir personnel de vouloir réussir sa mission, capturer le taureau, pouvoir le ramener en Crète, mais il pense vraiment à tout ce qui se vit sur place et tout ce que le taureau finalement est en train de faire sur l'île.
Et là, comme auparavant, dans cet état d'unité, le taureau réapparaît. Le taureau réapparaît devant Hercule. Et là, il se passe quelque chose qu'il n'avait jamais vu Hercule, c'est qu'au-dessus du taureau, il perçoit une grande lumière. Donc une grande lumière vive. Et c'est bien une lumière qui appartient au taureau parce qu'il voit le taureau bouger et il voit cette lumière qui bouge avec le taureau. Et là, il réalise une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et il voit bien que cette lumière irradie et qu'elle irradie jusqu'à lui. Et là, il perçoit, en levant la tête au-dessus de lui, qu'il lui-même, il a une lumière au-dessus de la tête. Et là, du coup, cette lumière, elle irradie aussi. Et de cet état d'unité qu'il vit, il se sent vraiment en unité avec le taureau. Et là, comme c'est un effet de distance qui n'existe plus. Il y a cet état d'unité qui relie Hercule avec le taureau. Donc Hercule, naturellement, se rapproche du taureau. Et là, en se rapprochant du taureau, il se rend compte de quelque chose aussi de nouveau, c'est que la lumière qu'il a en lui, qui a son taureau, elle est partout. Elle est partout, c'est-à-dire qu'elle est autour de lui, elle est dans les plantes, dans les arbres, sur les rochers. Enfin, vraiment, il se rend compte que cet état de lumière, tout est lumière. Donc, pour reprendre, c'est que cette lumière, c'était la conscience du taureau, la conscience d'être d'Hercule. C'est une conscience qu'il perçoit partout, dans tous les êtres vivants. Et là, du coup, Hercule se rapproche petit à petit du taureau, et là, il se dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va y être? Et là, il est près du taureau, et il se rend compte que dans cet état de lumière, d'unité, le taureau ne s'en va plus. Alors, Hercule monte sur le taureau, en unité qu'il est avec lui, et puis ensemble, ils avancent jusqu'à la Méditerranée, et là, Hercule chevauchant le taureau, ils traversent la Méditerranée, et ils arrivent en Crète. Donc là, j'arrive à la fin de l'histoire du mythe d'Hercule. Et on va passer à l'interprétation, maintenant, de ce récit. Donc, dans cette lecture symbolique, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Hercule, il va être tous les personnages. C'est-à-dire qu'il va être à la fois Minos, à la fois le taureau, et à la fois lui-même, le disciple en chemin. Et on va aussi voir que Hercule, finalement, ça nous symbolise. C'est notre travail. Hercule, ça va symboliser le chemin qu'on a tous à parcourir. Donc il va falloir que nous, on se perçoive aussi dans tous les personnages. Donc le premier personnage, bien sûr, c'est le taureau. Donc le taureau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la force puissante du désir. Donc ça représente Hercule, dans le mythe, qui est confronté à son propre désir, à sa force de désirer. Et là, on a vu comment dompter ce désir, comment attraper cela, comment attraper le taureau. Et là, on voit que c'est pas évident. Et surtout qu'on l'a vu, Hercule, comme nous, on est tous confrontés au désir de ne pas désirer. Et là, comment on s'en sort dans cette histoire? Donc on va revenir sur le désir. Qu'est-ce que le désir? Donc le désir, c'est pas un défaut, comme on a tendance à le voir au sein de l'humanité, comme on l'a décrit tout à l'heure, en disant que c'était une force puissante qui nous a servi au sein de l'humanité. Mais on va plutôt voir que c'est une force d'évolution, une force de progrès, une force même extraordinaire. Par exemple, regardons comment dans l'humanité, chaque humain désire être plus intelligent, être plus sensible, être plus lumineux, désire de progresser ou d'évoluer. Et on voit qu'on désire rarement être moins, on désire toujours être plus. Et donc, cette force innée qui nous pousse sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on cherche à la remettre en question, eh ben, ça nous pousse toujours vers une amélioration. Ça nous pousse toujours à aller vers l'avant. Alors, on se pose la question, mais d'où est-ce que ça vient, ce désir? Et là, il va falloir qu'on remonte à notre origine. Et là, on va prendre pour hypothèse pour certains ou pour une conviction pour d'autres que nous sommes une âme, que nous sommes une conscience, un être essentiel, et que du coup, qui a pour but d'amener l'amour sur Terre.
Donc là, je vais vous faire un petit schéma pour vous présenter un peu cette perspective de notre conscience, notre âme que nous sommes. Et on va voir qu'en tant qu'âme, on est une âme universelle. C'est-à-dire qu'on fait tous partie d'une grande âme, d'une grande conscience. Et cette conscience, elle va descendre en vibration, elle va descendre, s'incarner dans la matière. Donc la Terre, c'est vraiment la symbolique de la matière. Et dans cette descente, on va descendre, et ensuite on va remonter. Mais pour que le travail puisse se faire, notre conscience, notre âme, elle a besoin d'un outil. Et il va falloir qu'elle se construise un outil qui soit dans les vibrations de la matière. C'est comme si l'âme, c'est une vibration très fine qui est au niveau de l'esprit. Et là, plus on descend ici, plus on descend dans des vibrations plus denses, plus on rencontre les vibrations de la matière. Donc là, il faut qu'elle se construise un outil pour pouvoir être rayonnée dans la matière. Et cet outil, pour nous humains, c'est notre personnalité. Et notre personnalité, elle est construite dans un premier temps d'un corps physique, dans un deuxième temps d'un corps émotionnel, et dans un troisième temps d'un corps mental. Et ça, c'est les trois étapes qui permettent à la conscience de pouvoir arriver dans la matière et d'être conscience d'elle-même. Donc là, ce qui est important, c'est qu'à cet endroit-là, on va avoir la conscience de soi. Et par contre, ça pose un problème, c'est que on est tellement identifié, donc là, c'est les trois corps, identifié dans un premier temps à notre corps physique, identifié dans un deuxième temps à notre corps émotionnel, et dans un troisième temps à notre corps mental. Le tout qui va constituer notre personnalité. Donc là, c'est le chemin qu'a traversé Hercule. C'est le chemin où en est Minos. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur personnalité. Et là, le problème ici, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire qu'on est identifié à la matière qu'on s'est construit et on n'est plus du tout identifié à la conscience globale que nous sommes. Et là, tout le travail d'Hercule aujourd'hui, quand il arrive à l'entrée des portes de ses 12 travaux, c'est cette remontée. C'est cette remontée-là, en évolution, où il va falloir qu'il se désidentifie de sa personnalité, de lui, pour pouvoir servir plus large, et là, on va dire, rentrer dans une conscience d'ensemble. Donc là, on voit que Minos, par exemple, lui, il est vraiment ici, dans cet égoïsme, coincé à ce niveau-là, dans la construction de la personnalité. Et c'est pour ça que quand Poséidon lui offre ce taureau, le taureau, qui est le symbole du désir sacré, il va chercher à se l'accaparer, à le posséder pour avoir toujours plus. Parce que là, il faut que je revienne au désir, c'est que le désir, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Le désir, c'est vraiment cette force qui nous pousse en avant, à nous construire. C'est vraiment un stimulant vital majeur. Et du coup, le désir, c'est vraiment cette nostalgie que l'on a de l'âme, c'est-à-dire cette nostalgie de cette unité, qui fait qu'on va chercher à la retrouver, mais dans la matière. Donc, au niveau physique, on va chercher à avoir, par exemple, plus d'argent. On va chercher à avoir plus de confort, plus de bien-être. Au niveau émotionnel, on va chercher à avoir plus de sensations. On va chercher à avoir plus de temps pour soi ou avoir plus de loisirs. Et au niveau mental, on va chercher plus de connaissances. On va chercher plus de discernement, plus de sagesse. Donc là, c'est le désir qui nous pousse à chaque fois dans finalement cette construction de nos corps, de nos personnalités, mais dans une involution dans la matière. Et ça aussi, on va le voir que ce désir, il se joue grandement dans la relation à l'autre. Alors l'autre, par exemple, on cherche le désir. Désirer l'autre, c'est désirer retrouver l'unité à travers un autre extérieur.
Donc on va chercher souvent on emploie le mot, on va rechercher une âme sœur. Donc on va rechercher quelqu'un avec qui on va pouvoir être en relation, mais sans qu'il y ait d'altercation. Quand tout sera fluide, comme si on était en unité avec lui. Mais là on se rend compte que l'âme sœur, ça n'existe pas. L'âme sœur, on est tous âmes sœurs puisqu'on est tous issus d'une même âme. On est tous issus d'une même conscience à la base. Et donc on ne peut pas la rechercher dans la matière. Il faut qu'on la retrouve d'où elle est à l'origine. Donc c'est là, on va le rechercher aussi au travers d'une recherche d'un partenaire. Donc même si ce n'est pas l'âme sœur, on va rechercher ton couple. Et au travers de la sexualité, on va rechercher à fusionner, à être un avec l'autre. Et dans cet état, on essaye de sortir de notre corps pour arriver à des états d'extase. On va chercher à s'unir par le mariage avec les autres. Donc ce désir, il est présent en nous, et parce qu'on a ce souvenir à la base de cet état d'unité. Un état de complétude. Alors se pose la question, mais comment est-ce qu'on va essayer de rechercher l'autre? Eh bien, on va voir que le désir, c'est vraiment une fonction extraordinaire, parce que d'une part, ça nous permet de nous construire un outil pour pouvoir rayonner cette unité jusque dans la matière, jusque dans les plans les plus denses. Mais du coup, il va falloir que le désir nous amène à un moment donné ici à vraiment une transmutation, un retournement pour pouvoir chercher cette unité là où elle est à l'origine. Donc du coup, dans la remontée, ça va nous pousser à désirer servir autre chose que ce qui nous rapporte personnellement, quand on est dans l'égoïsme, mais à servir les autres, servir l'ensemble. Et c'est là, Hercule se retrouve dans ce chemin de discipulat, où du coup, il va servir l'ensemble, il va apprendre à servir l'ensemble au travers de ses 12 travaux. Et là, c'est pour ça que quand il arrive, lui, en Crète, et qu'il voit le taureau, à aucun moment, il va chercher à s'approprier le taureau, même s'il est magnifique, même s'il peut lui apporter une certaine gloire. Non, il ne va pas chercher à le tuer pour montrer aux gens comment il a réussi à éliminer cette bête sauvage qui ravageait leur culture. Il va ramener le taureau dans le temple sacré, c'est-à-dire ramener le désir là-haut, où est cette conscience d'unité. Mais pour ça, on va voir qu'il y a tout un chemin qu'il a à faire. Alors, pour illustrer ce passage où se trouve Hercule, on voit qu'ici, dans nos désirs sont vraiment multiples et variés. On a vraiment un faisceau très large de désirs à ce moment-là, puisqu'on a les 3 corps qui appellent, qui sont présents et qui nous ramènent sans cesse à avoir quelque chose toujours en plus. Et là, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est vraiment la recherche du bonheur. Dans la recherche du bonheur, on cherche à avoir tout ce que l'on a besoin, et quand on aura tout, on espère être dans le bonheur. Mais c'est impossible d'avoir tout, matériellement. Donc, parce qu'il nous manque toujours quelque chose, que ce soit quelqu'un ou quelque chose. Donc du coup, on voit bien que le bonheur au niveau matériel, ça n'existe pas. Il faut passer outre, va falloir dépasser. Et c'est là qu'on retrouve du coup le désir immatériel, où à ce moment-là, il va arriver le moment où on va penser à désirer autre chose que des affaires personnelles ou des possessions. Et on va chercher à aider l'humanité, à servir les autres, ou à évoluer, à avancer sur un chemin. Ou alors se connecter à une lumière intérieure, à notre essence, à ce que l'on est fondamentalement. Et là, on va qualifier ces désirs donc d'impersonnels, ou de désirs qui servent l'ensemble. Donc on n'est plus centré sur son importance moi-je dans l'égoïsme. Et c'est là où du coup on prend l'image du labyrinthe dans lequel se trouve Hercule avec le taureau. C'est-à-dire que on est à ce moment-là en prise avec les désirs matériels qui ont dominé toute notre façon d'être jusqu'à aujourd'hui, et en même temps on désire être plus que cela, enfin au-delà de cela, et on désire servir les autres, on désire le bien de l'ensemble, de l'humanité. Et on voit tous que c'est hyper compliqué, parce que comment on fait quand on désire là, et on désire là aussi? On est dans un labyrinthe.
C'est-à-dire que les deux désirs se chevauchent, et à un moment donné, on ne sait plus à qui donner de la tête. Donc du coup, on voit bien qu'on est dans cette dualité forcenée entre deux points de vue et qu'il faut qu'on choisisse, mais c'est pas toujours évident. Et du coup, c'est assez difficile parce que ça nous donne un sentiment vraiment, un sentiment d'incohérence. On se dit, mais par exemple, on va méditer le matin, donc on est dans un état assez serein, de plénitude, et puis 2 heures après, on est au travail ou on est avec quelqu'un, et là on s'engueule comme du poisson pourri. Enfin, des accords vraiment. Ou alors, on a un autre exemple, on a des intentions très généreuses, donc on va faire des donations à des associations. Et puis, le lendemain, on a peur d'être volé, on a peur de se faire piquer son portefeuille, son téléphone. Enfin, on a, tu vois, vraiment ces aspects qui se croisent et qui pourraient nous faire perdre la tête en nous disant, mais je suis quoi moi? Je suis ça ou je suis ça? Enfin, pourquoi est-ce que ça se mélange comme ça? Alors du coup, comment on s'en sort? Du coup, on voit qu'Hercule, il va s'en sortir par le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il va pas chercher à s'en sortir par une volonté personnelle. Il va pas chercher à discipliner ses corps, tous ses désirs, pour en venir à bout. Et ça, on voit que dans l'histoire, il y en a beaucoup qui ont essayé. On a beaucoup d'histoires de mystiques, notamment orientaux ou occidentaux, qui ont essayé de discipliner leurs désirs par la frustration. Donc du coup, la privation, la discipline, on se prive de sexualité, on se prive d'alimentation, on jeûne, ou alors toutes sortes de privations. Et là, notre corps physique, par exemple, va être réduit à peau de chagrin. Et on voit que derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas désirer, ne pas désirer. C'est toujours un désir. Et c'est ce que Hercule se rend compte, et du coup, il voit bien que c'est une porte sans fin. Donc du coup, il va falloir trouver autre chose. Et là, c'est là qu'on en arrive au lâcher-prise par la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par lâcher-prise par la lumière? C'est que Hercule, il va approcher le taureau par la lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hercule, il a bien senti que le taureau, il est très sensible à son désir. Donc Hercule s'est questionné sur son désir et qu'il va falloir qu'il lâche son désir personnel de réussir sa mission. Même s'il avait bien vu que, même s'il ne désirait pas le taureau, il ne désirait pas posséder, il avait quand même un désir derrière. Et là, on pourrait dire, du coup, si le taureau symbolise le désir, quand le désir disparaît, le taureau il devrait disparaître. Pourquoi est-ce que le taureau ne disparaît pas dans le mythe? Et là, c'est exactement la question qu'on se pose, c'est quand on dit il faut tuer le désir. Absolument pas. Il ne faut pas tuer le désir, il va falloir le réorienter. Et c'est là qu'on voit la réorientation que fait Hercule du taureau qui est sur l'île de Crète à le temple sacré qui est dans la Grèce. C'est-à-dire que le désir ici, quand il est complètement égoïste, à chaque fois qu'on désire quelque chose d'un bien matériel, à posséder toujours plus, avoir toujours plus, on se sent, c'est pour s'isoler, c'est pour se séparer des autres. C'est-à-dire qu'on veut, nous, être plus que les autres. On veut avoir plus au détriment de ce que les autres ont déjà ou de ce que l'ensemble a déjà. Donc là, l'île de Crète, c'est vraiment ce symbole. C'est le symbole de l'isolement que provoque le désir. Et le taureau est sur cette île, parce qu'à ce moment-là, avec Minos, il symbolise l'isolement dans lequel est Minos, a désiré toujours plus pour lui, pour prouver à son peuple comment il est un dieu, enfin un fils de Dieu, et quelqu'un d'important. Et là, Hercule, lui, il n'a pas à tuer le taureau, il n'a pas à l'éliminer, mais il a à le réorienter vers un ensemble plus large. Et c'est pour ça qu'il doit le ramener sur le continent, dans la Grèce, pour pouvoir passer de ce désir d'isolement à ce désir d'ensemble. Et là, on passe à la transmutation du désir, et du coup, à une évolution du désir. Et le désir, c'est plus du coup une affaire personnelle, mais c'est vraiment une volonté supérieure, une volonté d'ensemble. Et donc, Hercule, là, se rapproche à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus d'intérêt personnel, mais il y a cette reliance à
un plan supérieur, c'est-à-dire le plan d'amour, on va dire l'incarnation, on est là pour incarner l'amour, donc c'est cet état d'unité, donc il va falloir qu'il se relie à cette volonté d'unité. Et c'est là qu'il va rentrer, du coup, par la méditation, dans cet espace d'unité. Et là, il va lâcher prise avec toutes ces différentes tentations au niveau des différents corps, et du coup, il va, en se décentrant de tout ça, arriver à rentrer dans cette état d'unité. Et là, le lâcher prise, c'est vraiment ça que ça nous invite à faire, c'est à nous décentrer. À nous décentrer de tout ce qu'on peut désirer pour nous, ou même désirer pour les autres. Parce que là, on pourrait dire que le désir altruiste, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est toujours nous qui voulons quelque chose pour les autres. Et c'est pas ça. Donc du coup, si on veut évoluer, il va falloir qu'on rejoigne la volonté de l'ensemble. Et on le voit aussi au travers de notre définition de l'amour, c'est-à-dire que l'amour, nous on le voit comme un désir, c'est-à-dire la passion par exemple, la passion amoureuse, c'est toujours chercher quelqu'un qui nous fera du bien, quelqu'un qui va nous apporter quelque chose. Et d'un point de vue essentiel, l'amour, c'est beaucoup plus que ça, et c'est vraiment cette conscience, cet état d'être qui nous relie à l'ensemble, qui nous relie au bien qui régit l'ensemble. Donc c'est arriver à prendre tout en compte et à veiller au bien commun. Donc bien sûr, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans ce chemin-là et qui prennent en compte le bien ensemble et qui sont sur cette voie de quitter cet état individualiste. Donc là, c'était la raison pour laquelle il ne faut pas tuer le taureau. Et c'est ce qu'a découvert Hercule. Donc du coup, il a cherché à se relier à cette lumière intérieure. Et dans cet état d'unité, il a reconnu la place du désir qu'il y avait en lui. Et il a reconnu, du coup, cette essence qu'il est fondamentalement, cet état d'unité qu'il a reconnu dans le taureau. Donc le taureau en tant qu'être vivant, être conscient, qui représente le désir, c'est-à-dire que cette force consciente qui pousse et qui évolue, ça c'est le taureau. Il l'a reconnu en lui, c'est-à-dire que lui aussi il s'est vu en tant qu'être conscient, qui est aussi en évolution, et il l'a reconnu aussi au sein de tous les éléments, dans les rochers, dans les plantes, les arbres, c'est-à-dire qu'il voit toute la nature non plus comme des formes, des objets qu'on peut manipuler, désirer ou retirer un profit, mais par contre comme des êtres vivants qui participent à l'évolution commune. Donc du coup, à quoi cela nous invite, ce travail d'Hercule, par rapport à ce travail sur la lumière? Donc on va voir que la reconnaissance de la lumière intérieure, ça nous invite à avoir 4 regards différents. Déjà, le premier regard, ça va être le regarder en nous et au-delà de nous. Le deuxième regard, ça nous invite à regarder en l'autre et au-delà de l'autre. Le troisième regard, ça va être regarder en nous et entre nous, ou entre les êtres. Et puis, le dernier regard, ça va être de regarder derrière. Alors, je reviens un petit peu sur les trois regards. C'est que développer la lumière en nous. Donc la lumière en nous, c'est développer finalement que nous sommes une conscience. Donc là, on voit aujourd'hui, ce qui nous permet de ce travail-là, c'est la nouvelle science qui est apparue ce siècle dernier, c'est la psychologie. Donc la psychologie, elle a une connotation un peu particulière parce qu'elle est arrivée dans le milieu médical. C'est-à-dire que la psychologie, c'est vu comme quelque chose qui fait pour les gens qui ne vont pas bien mentalement. Mais aujourd'hui, ça change complètement parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à comment ils fonctionnent, donc pourquoi ils ont des émotions, comment arriver à reconnaître ces émotions, quels sont les besoins qui sont derrière les émotions. Donc là, on voit que la psychologie, c'est plus du tout une affaire médicale, mais c'est une affaire humaine pour apprendre à se connaître soi-même. Et là, on retrouve le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et là, on voit que ça ne date pas d'hier. Donc, même si le mot psychologie, la science psychologique, elle arrive très récemment, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps d'apprendre à se connaître soi-même. Mais aujourd'hui, c'est à disposition de tout un tas d'êtres dans une globalité, on va dire.
c'est plus restreint à quelques personnes qui sont plus avancées. Donc, se connaître soi-même, ça va nous permettre de voir quelles sont nos interprétations. Voir quand on voit une situation, c'est qu'on a eu une interprétation sur la situation, et arriver à voir celle-ci, ça nous déconditionne, et de voir qu'on peut voir plus largement. Donc le deuxième regard, c'est regarder les autres. Donc là aussi, ça rejoint se connaître, se regarder en nous, parce que quand on regarde les autres, aujourd'hui, on sait que quand on regarde les autres, on les regarde par rapport à nos propres désirs. Donc du coup, c'est apprendre à regarder l'autre sans projeter ses désirs dessus, c'est apprendre à le regarder sous un œil nouveau. Donc là, on rejoint cette histoire de lumière, c'est-à-dire regarder l'autre dans toute la lumière qu'il est. Donc l'autre, c'est une conscience, et une conscience en évolution. Donc voir l'évolution qui est présente, le pas qui est à franchir dans l'évolution, et peut-être l'accompagner dans cette évolution. Donc on voit qu'aussi, à travers ça, on se voit nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on voit l'autre et qu'on le juge, ou qu'on regarde comment il fonctionne, c'est de nous quand on parle. Donc du coup, on arrive à décrypter notre intérieur par rapport à ce qu'on voit chez l'autre. Donc on rejoint aussi la psychologie à travers le regard de l'autre. Donc ça nous amène finalement à une compréhension de nous-mêmes, à une compréhension des autres, et ça nous apprend à vivre dans une plus grande fraternité, parce qu'on se rend compte qu'on est tous sur un chemin d'évolution de conscience. Et du coup, on est tous une lumière qui effectue un travail dans la matière. Donc le troisième regard, on l'a vu, c'est regarder entre les choses. Et là, c'est pareil, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas que là entre humains, mais par contre que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est aussi de la lumière. Donc du coup, voir que la conscience qui est à l'œuvre, elle n'est pas présente uniquement, elle n'est pas en mouvement uniquement chez les êtres humains, elle est présente en mouvement aussi dans les minéraux, dans les végétaux et chez les animaux. Donc de toute la matière, on pourrait dire, est une conscience en évolution. Même les atomes sont des consciences en évolution. Et ça, c'est vraiment une nouvelle perception, c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange, mais par contre qui nous ouvre vraiment un nouveau regard sur notre façon d'être au monde. Et principalement, ça nous aide vraiment à nous décentrer. Ça nous descend de notre regard focalisé sur, par exemple, l'humanité au centre de l'évolution. Mais vraiment arriver à voir l'humanité comme une partie d'un ensemble en évolution. Enfin, le quatrième regard, c'est apprendre à chercher derrière. Donc là, on voit que regarder derrière les choses, on apprend quand même bien souvent à le faire aujourd'hui. Par exemple, dans notre consommation quotidienne, à essayer à apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les étiquettes, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on mange, ces légumes que j'achète, comment ils sont produits, est-ce qu'ils ont reçu des pesticides, est-ce qu'ils sont sains, les vêtements que j'achète, où est-ce qu'ils ont été produits, est-ce qu'il y a de l'exploitation derrière, quelles usines, à qui ça profite. On a vraiment ce regard aujourd'hui d'aller chercher derrière les choses. Donc là, ça nous invite vraiment à un monde de plus grande transparence. Donc, mais regarder derrière les choses au niveau concret, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va trouver toutes les raisons valables qui sont derrière ce que l'on voit en apparence, qu'on va chercher des solutions pratiques, qu'on a la solution. C'est-à-dire que regarder derrière, c'est regarder derrière les apparences, c'est regarder la conscience qui évolue au travers des événements. Par exemple, quand on voit de l'exploitation, donc que ce soit dans l'agriculture par rapport aux plantes et l'agriculture productiviste, ou alors production de vêtements où on a des usines qui exploitent un maximum d'humains, là on peut reconnaître à l'arrière-plan la conscience individualiste qui s'incarne et qui devient vraiment l'aboutissement, à l'apogée pour arriver à une pleine conscience de soi. Même si derrière, elle profite de tout ce qu'il y a de matériel autour d'elle. On sait que ça, c'est pas une fin en soi, que derrière, après, ça continue. Donc du coup, il va y avoir un chamboulement, une crise qui va permettre une prochaine évolution. Ça aussi, c'est regarder derrière les choses. C'est pas figé sur quelque chose de concret, mais c'est de voir finalement la conscience qui est derrière.
Donc on a vu comment est-ce qu'on peut agir au travers du désir, donc les 4 regards, le voir en soi par la psychologie, le voir sur l'autre, donc comment ça se passe pour l'autre, comment on peut le comprendre et comment on peut mieux se comprendre pour relationner différemment. On va le voir entre, donc là regarder entre les choses, voir toute la richesse qu'il y a dans la nature et qu'on est tous reliés, qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Dès qu'on va faire quelque chose avec les éléments de la nature, ça a des répercussions en nous-mêmes et sur toute notre communauté d'âme. Et puis voir derrière les choses, donc voir qu'est-ce qui est à l'origine, et de voir que tous les défauts que l'on peut voir dans la forme, que ce soit une forme humaine ou une forme animale ou végétale, c'est simplement une mauvaise interprétation de la lumière que nous sommes fondamentalement dans une incarnation. Donc, et qui va être réajustée par la suite. Donc les défauts, ça fait partie du chemin d'évolution. Donc on arrive à finalement un monde où on va rechercher l'interdépendance, ou à vivre de plus justes relations, ou à percevoir l'interrelation entre tous les événements. Et donc, on arrête de voir finalement d'un point de vue égocentré où tout est focalisé sur le soi séparé, sur mon intérêt personnel, ou mon intérêt en tant que nation, ou mon intérêt en tant que collectif par rapport à d'autres collectifs. On sort vraiment de cet état de comparaison pour rentrer dans un état de collaboration. Donc, du coup, on se rend compte que on est tous dans cet état d'avancer et que on est de plus en plus dans cet état de conscientisation que oui, il y a un problème aujourd'hui avec le désir dans nos sociétés, mais que c'est pas une fin, ça continue, ça évolue, et on voit à travers nous qu'on est aujourd'hui dans ce labyrinthe où on est confronté à ces doubles désirs, et du coup qu'il faut arriver à avancer par un lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, le décentrage du soi égoïste. Et du coup, la manière, ça va être la perception de cette lumière en soi. Donc comme Hercule qui pensait être un être libre quand il a commencé ses 12 travaux, et qui recherche, après l'orage qui lui est arrivé avec la destruction de sa famille, c'est à rechercher vraiment ce qu'est la liberté. Et là, c'est ce chemin qui nous montre, c'est arriver à rencontrer la liberté d'être, et c'est-à-dire se libérer de cette force du désir qui nous conditionne dans une vision égoïste. Donc voilà, on arrive à la fin de la transmutation du désir, et du coup, avec la fin du travail du taureau. Donc Hercule, juste pour vous dire que s'il a fait un grand travail avec le désir dans le taureau, il va se retrouver une nouvelle fois confronté à son désir en Scorpion, parce qu'en Scorpion, ça va être vraiment l'épreuve de transmutation de ce désir. Et son travail en Scorpion, ça va être le travail sur l'hydre de Lerne, donc qu'on verra sans doute une prochaine fois. Eh ben, il me reste juste à vous remercier pour votre attention, et puis on va prendre juste un temps d'intégration, et puis après un petit temps de partage pour d'éventuelles questions, d'éventuels partages.